Bonsoir, nous sommes vendredi, bienvenue dans le 22h. À la une ce soir, la réunion de crise à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement sont rassemblés pour sauver la Grèce et éviter toute contagion. Mais cela suffira-t-il à rassurer les marchés financiers? Pour l'instant, les bourses dévissent. Ce soir, tous les marchés européens ont clôturé dans le rouge. Paris a dégringolé de 5%. Ce matin, après la France, l'Allemagne a voté le plan d'aide à la Grèce de 22 milliards d'euros. Après 3 jours d'âpres batailles, le président du Sénat, Gérard Larcher, a assisté au débat outre-Rhin. Reportage dans ce journal. Et puis les pourparlers ont commencé outre-Manche après les élections législatives d'hier. Les principaux protagonistes ont 18 jours pour se mettre d'accord sur un gouvernement britannique. Le conservateur David Cameron est arrivé en tête, mais sans majorité absolue. Et on commence bien sûr par cette réunion de crise ce soir à Bruxelles. Les dirigeants de la zone euro, je vous le disais, sont rassemblés pour entériner définitivement le plan de sauvetage de la Grèce et pour tenter d'éviter la contagion tant redoutée. Des engagements doivent être pris pour renforcer la discipline budgétaire commune. Le programme a pris beaucoup de retard ce soir en raison de nombreux rendez-vous bilatéraux. Alors pour l'instant, les 16 sont en train de dîner et vous pourrez suivre tout à l'heure en direct la conférence de presse de Nicolas Sarkozy. Bonsoir Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Caroline. Alors en attendant les déclarations du chef de l'État, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce sommet? Quelles devraient être les mesures décidées? Alors il n'y a qu'un seul ordre du jour, c'est évidemment l'approbation du plan grec de soutien. Ça c'était l'ordre du jour initial, oui. Voilà, c'était l'ordre du jour. Et il n'est que cela pour l'instant. Il y a Alors cet ordre du jour était indispensable parce que vous savez que la Constitution européenne interdit le renflouement d'État à État. Donc on a trouvé un moyen, parce qu'en fin de compte c'est chaque État qui va apporter sa participation au plan de sauvetage, un moyen que par l'approbation de l'ensemble des 27, des 16. Ce sont des prêts bilatéraux. Ce sont des prêts bilatéraux. Donc ce qui normalement est interdit. Donc comme il y a une couverture par l'approbation de l'ensemble européen, ça sera de ce fait compte possible. À partir de là, il y a une lettre qui a été envoyée avant la réunion par Madame Merkel et Monsieur Sarkozy à leurs collègues chefs d'État ou chefs de gouvernement, disant il faut quand même qu'on tienne compte de l'expérience de ce qui s'est passé sur la question grecque. Comment éviter, a dit Madame Merkel, que cela recommence. Oui, surtout que là, la tempête est en train de se transformer en ouragan, avec tous les marchés qui dégringolent. Tout à fait. C'est d'ailleurs très étonnant de voir que cette tempête a lieu au moment même du sommet et au lendemain même de la réunion de la Banque Centrale Européenne qui avait pris un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire comme si les marchés n'attendaient rien de ce sommet et comme si ces marchés étaient déçus par la réunion de Lisbonne d'hier de la Banque Centrale Européenne. Alors, la lettre de M. Sarkozy et de Mme Merkel, il ne faut pas qu'on en revienne là, et ils demandent effectivement d'abord aller plus loin dans la gouvernance, il est précisé la gouvernance économique européenne. Plus loin, aller quelque part déjà, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de gouvernance alors justement, économique. La mettre sur pied déjà, en tout cas, pour aller quelque part vers quoi? Vers une plus grande surveillance, parce qu'on a remarqué quand même que c'est comme si c'était la Grèce était une espèce de chauffard qui roulait à 200 km/h sur l'autoroute et que les agents chargés de surveiller la circulation et de voir si les limitations de vitesse étaient respectées n'avaient strictement rien dit. Donc là, il y a quand même des radars, quoi. Il y a des radars et des agents qui font leur métier. Il faut dire que la Commission européenne dans cette affaire n'a pas fait son travail. Donc plus loin dans la surveillance et encore plus loin parce qu'on s'est aperçu que il n'y avait pas que les problèmes de déficit budgétaire et de déficit mais il y avait aussi le problème des déficits des paiements, ce déficit extérieur, de la compétitivité de la Grèce. Donc essayer là aussi de mettre des systèmes de surveillance. Ça pose avec des sanctions? Alors, il n'est pas, pour cette question-là, il n'est pas précisé de sanctions. Sur la question des dépassements des critères, renforcement du pacte de stabilité, on veut également renforcer des sanctions. Vous savez que Mme Merkel avait fait une proposition, c'est-à-dire que les pays indisciplinés perdraient pendant le temps de leur indiscipline, leur droit de vote. Mais tout ceci est assez compliqué sur le plan institutionnel. Ça mettra certainement du temps, puisqu'en fin de compte, on a un texte constitutionnel européen. Il faudrait donc le revoir de fond en comble, et ce qui pose là aussi tout un problème d'approbation par les 27, un par un, unanimité, enfin... Ça a déjà été très très compliqué pour ce traité de Lisbonne. Exactement. Donc il faut remettre ça en chantier, c'est un travail considérable. Donc il y a un débat, est-ce qu'il faut simplement remettre en chantier le pacte de stabilité lui-même ou remettre en chantier l'ensemble du processus institutionnel? Donc là, on est quand même, c'est peut-être des raisons pour lesquelles les marchés aujourd'hui n'ont pas eu l'air d'attacher énormément d'importance à la réunion dont nous parlons aujourd'hui, parce qu'en disant, bon, ils sont là devant un véritable mur.
Donc ce sommet ne devrait pas suffire à rassurer les marchés financiers? Alors normalement, il est prévu que le président de l'Europe, M. Van Rompuy, mette en place une commission qui serait chargée d'élaborer des propositions pour aller plus loin. Bon, enfin, vous voyez, là pour l'instant, on en est à ce stade-là dans la réunion de Bruxelles d'aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Louis. Alors ce sommet de Bruxelles, c'est l'épilogue d'une longue série de rebondissements, des manifestations qui dégénèrent à Athènes, des bourses européennes et mondiales, on l'a dit, qui dévissent, des institutions financières qui craignent une contagion, notamment à l'Espagne. Le sauvetage de la Grèce, c'est notre feuilleton de la semaine et c'est Élise Ecardi qui refait le film pour nous. Nous avons approuvé le programme de stabilisation et de réforme conjoint avec le Fonds monétaire international. C'était dimanche dernier. Les ministres des Finances de la zone euro donnent leur accord au plan d'aide à la Grèce de 30 milliards d'euros, au terme d'un processus douloureux. Un plan approuvé lundi par le gouvernement allemand d'abord, le plus sceptique des membres de l'Union. En France, par la majorité et l'opposition, avec une retenue mesurée. Dans la zone euro, nous sommes solidaires, nous serrons les coudes. Quand un des États est en difficulté, on vient en soutien et on lui demande de prendre un certain nombre de mesures. Nous considérons que l'argent, en tout cas les milliards d'euros débloqués par l'Europe comme par le FMI, auraient été mieux utilisés à la relance économique. Mais ce qui ne nous empêchera pas de voter la solidarité. Mardi, comme les autres pays européens, les parlementaires français examinent le plan d'aide à la Grèce, voté d'abord par l'Assemblée nationale. Au Sénat, les ministres de l'économie et du budget présentent le projet en commission des finances. Donc dans ces conditions, très clairement, ça n'était pas seulement la Grèce qui était attaquée, c'était l'euro. Et au travers de l'euro, c'était la stabilité de l'ensemble de la zone. Mais ce mardi, les regards se tournent vers l'Espagne, victime d'attaques spéculatives. On craint la contagion à toute la zone euro. Et on évoque la possibilité que le pays doive faire appel à son tour à l'aide internationale. Le Premier ministre espagnol s'en étrangle. On m'a dit quelque chose au sujet de cette rumeur dont vous faites état et je ne lui accorde aucun crédit. Je n'y crois pas, c'est absolument fou. Mercredi, les bourses européennes continuent de dévisser. En Grèce, le plan de rigueur très dur annoncé par les autorités fait descendre la population dans la rue. 30 000 manifestants à Athènes. Mais le rassemblement dégénère. 3 personnes trouvent la mort dans l'incendie d'un immeuble. Jeudi, devant le Parlement qui s'apprête à voter le plan de rigueur budgétaire, le Premier ministre Georges Papandréou condamne les violences, affirmant que la démocratie grecque est mise à l'épreuve. En France, dans la nuit de jeudi à vendredi, le Sénat donne son accord au plan d'aide à la Grèce de 16,8 milliards d'euros, par 311 voix pour et 24 contre. Un vote contre du groupe communiste. Ce jeudi, les 2 principaux pourvoyeurs de fonds de ce plan européen, la France et l'Allemagne, font une lettre commune au président du Conseil européen et au président de la Commission. Un prêche pour réformer le pacte de stabilité et renforcer la gouvernance économique de la zone euro. Comme un signal, alors que le Conseil des dirigeants de cette zone euro s'est réuni ce soir à Bruxelles. Voilà, sommet toujours en cours à Bruxelles et nous attendons de suivre en direct la conférence de presse de Nicolas Sarkozy. Alors pour débattre de ce sujet, 2 invités nous ont rejoints sur ce plateau. Michel Billoux, sénateur communiste de Seine-et-Marne et vice-président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat. Et puis Philippe Dominati, sénateur UMP de Paris. Bonsoir à tous les deux, Jean-Louis Gambeau. Et bien sûr, toujours avec nous. Alors on commence par vous puisqu'on a entendu dans ce reportage, dans ce feuilleton d'Élise Ecardi, donc les communistes n'ont pas voté le plan de sauvetage à la Grèce. Pourquoi ? En effet, donc il ne s'agit pas pour les communistes de refuser d'aider la Grèce, mais de refuser d'aider la Grèce au prix qui est demandé aux Grecs, c'est-à-dire dans un pays qui était déjà extrêmement touché, je dirais, par des mesures de chômage et d'économie budgétaire, faire aujourd'hui, poser comme condition celles qui sont actuellement faites de réduction de salaire, de réduction des pensions, d'économie sur les fonctionnaires, de mesures
mesures aussi qui touchent à la démocratie locale, puisqu'on va demander de réduire le nombre d'élus dans les communes, de fusionner les communes, les départements, les régions. Donc nous considérons que c'est sans commune mesure, avec l'absence de mesures de disposition demandées aux banques qui sont quelque part responsables de la situation de la crise grecque. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Laisser filer les déficits de la Grèce? Il s'agissait d'apporter une aide à la Grèce. Sans condition? Pas sans condition, mais qui s'en prennent aux causes. Aujourd'hui, on s'en prend pas aux causes. On va enfoncer encore plus la Grèce dans la récession, ce qui va mettre la Grèce encore plus en difficulté pour assurer son développement économique. C'est une politique de courte vue et qui met totalement à l'abri ceux qui sont responsables. Des banques américaines comme Goldman Sachs, aujourd'hui, ne sont pas appelées à la rescousse, alors qu'elles ont profité considérablement de la Grèce pour s'enrichir. Beaucoup d'autres banques européennes, notamment en France et en Allemagne, ont contribué à ce désastre économique et on ne demande absolument rien à ces banques. C'est un peu ce que dit Angela Merkel, qui parle de duplicité, effectivement, des institutions financières. Qu'est-ce que vous répondez, Philippe Dominati? Oh non, je crois d'abord qu'il faut être responsable et répondre à un appel, qui est l'appel du gouvernement grec et du peuple grec pour remettre de l'ordre. Que se passe-t-il? C'est vrai que ce plan d'austérité est très très mal vu en Grèce. Le gouvernement grec n'est plus en mesure de payer la fonction publique, son administration, et l'État grec ne trouve plus de crédit sur les marchés financiers internationaux, au-delà même de taux de l'ordre de 12%. Et donc, il fallait la solidarité des États européens pour, dans une conjoncture difficile, dans une récession mondiale, faire en sorte que nous répondions à un appel à l'aide. Donc, il s'agit essentiellement de cela. Et sur les conditions demandées à la Grèce? Les conditions, elles sont équilibrées. Les conditions, ce sont des conditions techniques, c'est-à-dire que les États européens empruntent sur le marché financier à des taux qui sont nettement plus bas que le gouvernement grec auquel ne peut pas accéder et prêtent de ce fait par intermédiaire à la grecque à des taux qui sont équilibrés. Ils sont plus élevés. Oui, ce sont les taux ils sont du plus élevés FMI. que ceux auxquels on emprunte. Ils sont donc un peu plus. Ce qui est un vrai problème. C'est une opération qui est finalement assez rentable, Jean-Louis, pour les États qui prêtent. Mais normalement, si on refait la même, si la Grèce rembourse, ce qui est quand même une question, et ça peut être aussi rentable que ce que nous avons fait pour les banques. Par exemple, on a prêté aux banques à un taux, l'affaire a été remboursée. Monsieur Biot, ce que dit Monsieur Biot, mérite d'être entendu parce qu'effectivement, l'ensemble des intérêts qui seront versés par la Grèce représentent 2% de son PIB. 2%, c'est quand même extrêmement lourd. Seulement, il est clair que la France et même l'Allemagne pouvaient difficilement faire un appel gratuit au marché des capitaux vu la situation financière de la France qui est quand même assez difficile. Et quant à l'Allemagne, ceci lui aurait été même refusé sur le plan constitutionnel. Alors cela dit, reste ce que vous avez dit également à la fin. Les sacrifices demandés à la population. Faire appel aux banques, etc. Il y a aussi... On aurait pu demander effectivement aux banques de rééchelonner la dette, voire effectivement de supprimer des traites. Il y a eu des taux qui ont été pratiqués par la banque auprès du gouvernement grec, qui sont des taux parfaitement d'usuriers. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune recommandation, aucune disposition. C'est même un appel encore à continuer. Quand on parle aujourd'hui des autres pays qui peuvent se trouver dans la tourmente, nous avons des banques qui se recapitalisent auprès de la Banque Centrale Européenne à 1%, qui prêtent aux États environ 3%, comme la France, qui elle-même va prêter à la Grèce 5%. C'est une excellente affaire pour les banques. Pourquoi ne continuerait-elle pas dans ce système ? Alors, sur le débat de comment éviter la contagion, ce qui est aussi l'enjeu de ce sommet européen aujourd'hui à Bruxelles, qui est devenu le principal enjeu finalement avec ces bourses qui ont dévissé toute la semaine, comment renforcer ou faire exister une gouvernance économique européenne ? Je crois que l'exemple est donné. La réunion qui a lieu en ce moment à Bruxelles montre que les États européens prennent leurs responsabilités. Moi, je participe pas du tout, évidemment, à la confusion qu'on essaye de faire entre des banques privées et un système monétaire qui est un système public et les finances publiques des États concernés. Lorsqu'on parle d'un prêt à 5%, alors que le gouvernement grec n'arrive pas à trouver à 12%, il était naturel qu'il y ait un léger différentiel, puisque les États qui empruntent ne pouvaient pas, je dirais, cautionner une politique qui est une politique monétaire que l'État grec a menée depuis de longues années, au même taux et aux mêmes efforts que les politiques nationales. Autrement, dans l'Europe monétaire, il y aurait une récompense, je dirais, au cas difficile,
aux pays qui ne respectent pas des engagements qui sont des engagements de solidarité sur un pacte de stabilité en ce qui concerne la monnaie. Et donc le différentiel, il est relativement faible. Et deuxièmement... 600 millions d'euros pour la France. Non, il est de 2%, ou entre 1,5 et 2%. Et en plus, il y a effectivement une part de risque, comme dans tout problème financier. D'accord, mais sur la gouvernance économique européenne, écoutez, il faut renforcer la surveillance, faire des sanctions pour les déficits. Oui, il faut renforcer la surveillance et deuxièmement, s'appliquer à mieux respecter les règles. La construction européenne sur le plan monétaire se fait petit à petit. Un pacte de stabilité a été fait. Régulièrement, on a reporté des efforts que nous devions faire, tous les pays, je dirais les plus importants d'Europe comme les plus fragiles, et finalement on s'aperçoit qu'à un moment donné on arrive à cette impasse, un pays européen, un pays qui est au cœur de l'Europe, est en difficulté. Et peut-être que d'autres, par une réaction en chaîne, peuvent être en difficulté. La réaction, c'est une réactivité d'abord, internationale, une solidarité et une prise de responsabilité. C'est exactement ce qu'il faut faire. On ne peut pas dire la Grèce, ça ne nous concerne pas, et ce qui se passe en Grèce, on verra véritablement lorsque ça sera le chaos. C'est totalement impossible. Est-ce qu'il faut des sanctions, par exemple, pour les déficits ? Plus que des sanctions, moi je crois qu'il faut qu'il y ait effectivement une véritable gouvernance économique européenne, mais avec un véritable outil. Aujourd'hui, nous avons une banque centrale européenne qui a le droit de recapitaliser des banques avec un taux d'1% d'intérêt, voire moins si la décision a été prise, mais qui est dans l'impossibilité par les traités, notamment celui de Lisbonne, d'aider directement effectivement les États en difficulté. Autrement, la BCE aurait pu tout à fait intervenir, acheter effectivement des obligations au gouvernement grec et l'aider beaucoup plus directement. Ce que fait la Banque fédérale des États-Unis, par exemple. C'est pas quelque chose aujourd'hui de parfaitement gauchiste de penser cela, puisque un pays aussi libéral que les États-Unis le pratique tout à fait. Donc il faut revoir les institutions ? Je pense qu'il faut revoir des institutions, particulièrement effectivement le rôle de la Banque centrale européenne. Est-ce qu'il faut par exemple aujourd'hui prévoir la possibilité d'exclure un pays de la zone euro ? Ça me paraît difficile de prévoir, d'avoir 16 signatures sur la possibilité d'exclusion d'un membre de la zone euro. J'imagine pas les Grecs, par exemple, voter un tel dispositif. Je reviens sur ce qu'a dit M. Dominati juste à l'instant. En France, je crois qu'on sous-estime l'imbrication extrêmement étroite que la zone euro a créée à l'intérieur des différents pays membres. La France a 70 milliards d'euros en Grèce. La France a 250 milliards d'euros en Espagne. Donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'on se tient tous par la barbichette aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une imbrication extrêmement étroite. L'union économique et monétaire, au moins de cette façon-là, elle a fonctionné. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une liberté de circulation des capitaux et nous sommes tous rattachés aux uns les autres. Il y a en France 50 milliards d'euros français, si je puis dire, en Irlande. Et on pourrait ainsi faire le tour des pays fragilisés par la crise, qui fait que, bien sûr, on parle beaucoup de solidarité, mais enfin, c'est de la solidarité, je dirais, d'un bon côté. Alors, sur la question que vient de soulever M. Billot, c'est vrai que la Banque centrale européenne aurait pu acheter des obligations grecques. Elle le fait indirectement, puisque maintenant, elle accepte que les banques grecques apportent pour se faire refinancer du papier dont on dit qu'on ne le regardera pas de très près. Mais si la Banque centrale européenne, et c'est pour ça qu'il y a un problème institutionnel très fort qui est posé à cette occasion, si elle faisait ainsi, elle relancerait la planche à billets. C'est-à-dire que, or, sa mission qui est inscrite dans le traité, c'est de la lutte contre l'inflation. Donc on se trouverait devant, on est vraiment, je crois, devant une crise économique et devant une crise institutionnelle. À un an de la ratification du traité de Lisbonne, ça pose quand même un problème. Alors on le disait, chaque pays a validé sur le plan national un prêt bilatéral avec la Grèce, et comme en France, le Parlement allemand, par exemple, a finalement voté ce matin le plan d'aide, un prêt de 22 milliards d'euros sur 3 ans, un vote arraché au bout de 3 jours de débat, une bataille vécue de l'intérieur par le président du Sénat, Gérard Larcher, qui était en voyage en Allemagne, accompagné par 3 sénateurs et par Fabrice Cunet. Reportage. Le déplacement était prévu de longue date. L'actualité en a changé l'ordre du jour, car cette semaine en Allemagne, bras de fer au Parlement autour de l'aide à la Grèce. 60% des Allemands rejettent l'idée pour une question de responsabilité. L'idée européenne, c'est que chaque pays est responsable pour sa dette et on voit que maintenant on demande à d'autres pays de prendre les responsabilités pour la dette de la Grèce. Et ça, c'est pas l'idée qu'on a eue au début.
La France voulait aller vite, l'Allemagne traîne les pieds. Pour autant, les deux pays se retrouveraient sur les leçons à tirer de la crise. Nos amis allemands se battent comme nous pour une Europe qui fait face à ses responsabilités, qui doit trouver ce que nous appelons la gouvernance économique et qui doit tirer les leçons de la crise financière et de la crise monétaire que nous traversons au travers du problème grec. C'est l'occasion pour l'Europe de bâtir un nouveau chemin. Après 3 jours de débats parfois tendus, le Parlement allemand adopte finalement le plan d'aide à la Grèce. Un plan et des garanties pour l'avenir. Soulagement, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Ce soir, nous avons en tout cas pris la bonne décision pour aider la Grèce. Mais le problème n'est pas résolu pour autant. Il va falloir maintenant prendre des mesures fortes en matière de régulation des marchés et de gouvernance économique. Une vraie gouvernance économique de l'Europe. Ici, l'idée fait l'unanimité, comme de l'autre côté du Rhin. Alors ne rêvons pas, nous n'aurons pas demain matin une gouvernance économique à 27, mais ce qu'il est supposé qu'une gouvernance économique avec un noyau dur, au travers de ce qu'on appelle les coopérations renforcées, est nécessaire. Après des semaines d'incompréhension, parfois, le couple franco-allemand a affiché son unité pendant cette visite officielle. Il faudra maintenant convaincre bien au-delà de l'Europe pour changer certaines règles du jeu. Alors le couple franco-allemand, c'est vrai qu'après la réticence initiale allemande, finalement, on a vu la lettre hier d'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, c'est le couple franco-allemand qui peut peut-être permettre à l'Europe de sortir de cette crise ? Oui, comme souvent en Europe, je dirais le couple franco-allemand fait avancer l'Europe. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Les statuts de la Banque Centrale Européenne elle a fonctionné jusqu'à présent justement parce qu'elle a cette règle de fonctionnement et ces statuts. C'est-à-dire, il y a quand même un pouvoir politique et tant qu'il n'y a pas ce chemin de l'Europe politique qui avance plus lentement que l'Europe économique, effectivement, il y a le pouvoir politique qui exerce une sorte de tutelle différente de celles qui sont exercées sur les autres banques centrales. Voilà la réponse. En réalité, je trouve que c'est une avancée nouvelle encore, parce que la réticence du gouvernement allemand était connue dans le domaine monétaire. Il y a des États qui lui reprochent, qui disent on a perdu 3 mois à cause de l'Allemagne, maintenant ça nous coûte encore plus cher. Qu'est-ce que vous répondez ? Bien sûr, mais pour autant, ça a obligé les autres partenaires européens à mettre des règles, à avoir une attention particulière sur leurs finances publiques, aussi bien en Espagne, aussi bien en Italie, et ici même en France. On a l'air de dire en France que, effectivement, nous faisons face à la récession avec beaucoup plus de bonheur, je dirais entre guillemets, que d'autres pays européens. Pour autant, nos fondamentaux sont délicats. Ça fait 30 ans que les finances publiques en France sont en déficit. Nous avons un endettement qui a été constitué à une trentaine d'années, pour des raisons qui ne sont pas des raisons, je dirais, exceptionnelles, comme lorsque l'Allemagne a mis à niveau l'Allemagne de l'Est. Et pour autant, on avait le sentiment que l'on pouvait continuer d'une manière ad vitam aeternam de cette manière-là. C'est une prise de conscience, je dirais, de tous les pays européens à l'occasion de cette crise grecque et une solidarité qu'on n'imaginait pas de la part d'un pays comme l'Allemagne au moment où les statuts de la BCE ont été mis en place et qui se manifestent à ce jour. Le couple franco-allemand, M. Billaud, c'est la solution pour sortir l'Europe de la crise ? C'est toujours une réponse un peu particulière. Il y a une Europe des 27 et à chaque fois qu'il y a un souci, il faut faire appel. Membres de la zone euro. Il y a 16 membres de la zone euro, il y en a 11 qui n'en font pas partie. Nous avons une zone Schengen. Enfin, nous avons effectivement une Europe qui est complètement morcelée et on s'aperçoit qu'elle est dans l'incapacité de pouvoir répondre à des crises aussi essentielles. Parce qu'il faut un leadership, un moteur. Oui, mais je pense que du point de vue institutionnel, effectivement, on va très vite s'apercevoir que le traité de Lisbonne pose encore plus de problèmes sans doute que les précédents et qu'il n'est pas en mesure aujourd'hui de pouvoir y répondre. Avoir effectivement un leadership, ce sont effectivement des États plus européens que les autres ou des États moins européens qui sont obligés effectivement de subir les décisions de quelques-uns. C'est pas une bonne façon de faire. C'est pas une bonne façon qui nous permettra effectivement à l'Union européenne de progresser. Alors que le risque de contagion est sur toutes les lèvres, les pays de la zone euro se sont engagés, en tout cas c'est l'objectif de ce sommet de ce soir, à durcir le pacte de stabilité et à faire des économies supplémentaires. Et la France semble avoir pris les devants, mais sans prononcer le mot tabou, rigueur, croix de fer, martèle François Fillon, le gel pendant 3 ans des dépenses de l'État n'est en aucun cas un plan de rigueur. Ces économies drastiques annoncées par le Premier ministre y ressemblent pourtant assez fort. Alexandra Collineau.
Rigueur, c'est le mot que le gouvernement s'évertue depuis hier à ne pas prononcer pour définir le plan d'économie annoncé par le Premier ministre. Matignon préfère parler de cadrage serré pour nommer un gel des dépenses sur 3 ans. Alors, est-ce un plan qui ne veut pas dire son nom ou un problème de définition? C'est pas un débat sémantique, c'est un débat politique. Le gouvernement a donc accordé ses violons pour livrer une même explication de texte. La rigueur, c'est quand on réduit les dépenses et qu'on augmente les impôts. La rigueur, c'est l'augmentation des impôts. La rigueur, monsieur le sénateur, c'est l'augmentation des impôts. Définir la rigueur pour jurer qu'elle ne fera jamais partie de la sémantique présidentielle. Nicolas Sarkozy s'y était déjà attelé à plusieurs reprises depuis son élection. La rigueur, ça consiste à faire un coup de rabot, on impose à chacun le même effort. La rigueur, ça consiste à tordre les dépenses sans se préoccuper d'augmenter les recettes. Je ne ferai pas la politique de la rigueur, parce que la politique de la rigueur a toujours échoué. S'attaquer aux dépenses de l'État en les réduisant de 10% sur 3 ans, voilà pourtant le plan annoncé hier soir, car il s'agit de ramener le déficit public à 3% d'ici 2013. Alors, régime sec, cure d'austérité ou sérieux coup de vis, le champ lexical est vaste. Pour les détails, François Fillon enverra ce week-end la lettre de cadrage du budget 2011 aux membres du gouvernement. Alors à gauche, on ne goûte pas vraiment ces précautions de langage. Pour le Parti Socialiste comme pour les Verts, aucun doute, c'est le pouvoir d'achat des Français qui va en pâtir. Benoît Hamon, porte-parole du PS, au micro d'Aurélien Romano. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas mis à contribution en fonction de ses moyens. Certains sont exclus de l'effort. Et qui est exclu de l'effort? Pas les plus pauvres, les plus riches. Parce que quand vous êtes dans une politique de réduction des services publics, c'est tout le monde qui en pâtit, et notamment les plus pauvres. Le gel des dépenses publiques, il concerne indifféremment tous les Français. Alors il va concerner pour commencer les fonctionnaires eux-mêmes, qui vont voir le nombre de fonctionnaires diminuer. Mais après, ce sont tous ceux qui bénéficient de services publics, qui veulent profiter de l'école pour leurs enfants, qui veulent pouvoir avoir accès à toutes sortes de services qui vont en pâtir. Eh bien, dans ce contexte-là, ce qu'il y a de plus injuste et de plus insupportable, c'est que sont exclus de l'effort, de la solidarité, ceux qui peuvent le plus. Alors, Philippe Dominati, plan de rigueur ou pas de plan de rigueur? La rigueur, on a parlé des impôts, c'est aussi réduire les dépenses, tout simplement. Je constate que beaucoup de gouvernements, à l'occasion de cette crise mondiale, ont réussi à réduire la dépense publique. La France ne réduit pas suffisamment la dépense publique. Ça, c'est une constatation. Dans le pays où la part de dépenses publiques est la plus importante du PIB des 20 pays les plus importants du monde, le G20, de 80% de l'économie mondiale, il y a la France, la Suède et la Belgique. Nous n'avons pas réussi à réduire suffisamment la dépense publique. Nous sommes le pays au monde où l'emploi de la fonction publique, 22,5%, est le plus important de la population active. C'est la deuxième caractéristique française. Et donc, il faut faire des économies. Donc, c'est de la rigueur. Avec 150 milliards de déficit budgétaire, c'est-à-dire un record historique cette année, c'est une nécessité. Alors, je ne sais pas si ça doit s'appeler la rigueur, je ne sais pas si ça doit s'appeler la bonne gestion. En tout cas, c'est exactement le contraire de ce que vient de dire M. Hamon, c'est-à-dire l'augmentation des impôts. L'augmentation des impôts, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Et est-ce que ça va avoir une incidence sur la réforme des retraites? C'est la baisse du pouvoir d'achat et de la compétitivité des entreprises, c'est-à-dire qu'à terme, ça met en cause l'emploi des Français. Est-ce que ce plan d'économie aura des incidences sur la réforme des retraites engagées? Non, je pense pas. Mais la réforme des retraites engagées, c'est une nécessité. C'est un autre problème français. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de 32 milliards à l'heure actuelle et un retraité sur 10, pour l'instant, touche sa retraite grâce à l'emprunt. Un emprunt qui devra être remboursé un jour ou l'autre par les Français, les jeunes générations de Français. Michel Billoux, vous y voyez de la rigueur? Évidemment. La question que nous posons, ce n'est pas l'augmentation des impôts, c'est plus de justice fiscale. Or, Sarkozy, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a pris une disposition qui était de réduire la pression fiscale sur les contribuables les plus riches, mais très fortunés de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, on manque de recettes. Ce que nous avons proposé, encore une fois, c'est qu'on rétablisse cette justice. Ça a encore été refusé par la majorité sénatoriale cette nuit. Et on continue d'appliquer les mêmes recettes. La rigueur, c'est moins d'éducation, moins de santé, moins de justice, moins de sécurité, parce qu'il va falloir effectivement aussi, là, réduire les postes, sans doute, de policiers. C'est ça que ça signifie. Est-ce que notre
pays vit au-dessus de ses moyens, alors que la France, comme beaucoup d'autres pays d'Europe, n'a jamais eu autant de richesses, mais aussi mal réparties. Donc on continue avec les mêmes méthodes dont on connaît particulièrement les effets néfastes, y compris sur l'économie. Il serait peut-être temps de changer. Il serait peut-être temps, comme l'avait dit monsieur Nicolas Sarkozy, de moraliser le capitalisme. Il l'a dit il y a 2 ans. Rien n'a été fait. Bon, moi je dirais qu'à la rigueur, on peut parler de politique de rigueur d'une certaine façon, parce que quand même, le gel des dépenses publiques en valeur, le gel des dépenses de l'État en valeur, compte tenu du fait que l'inflation sera au minimum d'1,5% l'année prochaine, ça fait une baisse en volume. Et ça, la baisse, le gel des dépenses en valeur des dépenses de l'État, ça n'a jamais été décrété dans la période récente de l'histoire financière française. Étant entendu qu'il faut savoir que l'État ne fait que le tiers de la dépense publique, donc il y a tout ce qui concerne la sécurité sociale et les collectivités locales. Je voudrais préciser un point quand même. Monsieur Fillon a répété aujourd'hui que c'était pas une politique de rigueur. On nous a dit ça toute la journée d'hier. Je ne sais pas si c'est très habile politiquement, parce que je parle politiquement pas par rapport à la politique intérieure, mais par rapport au message que l'on souhaite envoyer à l'extérieur. Il y a une demande très forte de réduction des déficits budgétaires. Alors on peut évidemment critiquer cette demande, mais il est clair que l'impression que le pouvoir avançait de manière un peu timide sur cette question, et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, Paris est la bourse qui a baissé le plus en Europe, n'est-ce pas? Et je pense que quelque part, s'il fallait s'exprimer sur cette question dans la tempête financière aujourd'hui, s'il fallait le faire, dans la mesure où on a une orientation, il fallait peut-être l'exprimer de manière un peu plus clair, et peut-être, je ne sais pas, ça c'est un problème politique intérieur, est-ce que les Français y sont prêts ou pas, c'est une autre question. Là, c'est évidemment, vous avez vu comment le plan de rigueur a été accueilli en Grèce par la population? Oui, mais enfin là, c'est pas de la rigueur, là c'est de la grosse trique, je veux dire, c'est quelque chose c'est quand même quelque chose. Donc il y avait un petit problème d'ajustement par rapport au message économique qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Alors, on continue à attendre toujours la conférence de presse en direct de Nicolas Sarkozy. Et en attendant, on va quand même un petit peu changer de sujet parce que dans l'actualité, il y a aussi les élections législatives britanniques. Et Sa Majesté recherche un Premier ministre. Après les élections législatives outre-Manche hier, l'heure est aux tractations. Les conservateurs sont arrivés en tête, mais sans majorité absolue. Et le Tory David Cameron, comme le travailliste sortant Gordon Brown, font les yeux doux au libéral-démocrate Nick Clegg, qui pourrait bien être le faiseur de roi. Marie Brémaud. En masse hier, aujourd'hui, l'issue du scrutin reste encore floue et incertaine. Le parti de David Cameron recueille 36% des suffrages. Les conservateurs arrivent donc en tête, mais pas de quoi constituer une majorité absolue. Les travaillistes de Gordon Brown, eux, totalisent 29% des voix. C'est donc vers le Lib Dem que tous les regards se tournent. Malgré un score décevant, ce parti de centre-gauche perdrait en effet 2 sièges. C'est son leader, Nick Clegg, quasi inconnu il y a encore quelques mois, qui détient les cartes du jeu politique en Grande-Bretagne. À lui de choisir une alliance ou non avec l'un des 2 grands partis. Gordon Brown s'est d'ores et déjà dit prêt à négocier avec les libéraux démocrates, alors que ces derniers semblent privilégier une coalition avec les Tories. Les différents protagonistes de cet imbroglio politique ont 18 jours pour